C'est bon, vous êtes ready? Faites du bruit. Ok, donc bienvenue à cette séance d'information du véhicule autonome Université Laval, ou le VOL, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, donc moi je suis Julien Bessirovski, donc je suis étudiant en 4e année en génie informatique avec un background en entrepreneuriat, en gestion et création d'entreprise. Et avant de m'occuper du VOL, je m'occupais de RoboCup, et puis j'ai fait ça à peu près depuis en fait hiver 2013, donc c'est à peu près 4 ans. Voilà. Donc c'est ça, donc qu'est-ce que c'est que le VOL? Donc, qu'est-ce qu'on y fait? En fait, on programme une intelligence artificielle qui en fait va permettre au véhicule d'accomplir des épreuves à une compétition sans aide extérieure, donc c'est-à-dire 100% autonome. On ajoute des capteurs, des actionneurs qui sont nécessaires évidemment à ce que l'intelligence contrôle le véhicule, et on modifie un véhicule de type voiture télécommandée, un 5e, pour qu'il devienne autonome pour une compétition universitaire qui est le IARC, j'en reviendrai tout à l'heure. Donc en résumé, ça donne ça. C'est plus simple, donc c'est IA plus capteur et contrôle plus un véhicule RC égale le vol. Donc là, je vais vous parler un peu des facts to date. Donc dans le fond, là, c'est la ville de Québec, en fait, elle concentre 45% de la recherche canadienne en vision numérique avec l'Institut national d'optique, l'INO, qui se situe dans le parc technologique. Alors quand je parle des 45% de la recherche, c'est recherche publique. Et cette institution, elle couvre comme un incubateur à start-up. Donc vous avez des start-up comme Phantom Intelligence qui font des lidars, les Dartech qui aussi font des lidars. Vous avez une compagnie qui fait aussi de la robotique mobile qui s'appelle Humanix, qui font des robots de sécurité. Et vous avez aussi d'autres start-up là qui ne sont pas forcément pertinentes pour nous. Pour ce qui est de l'environnement driverless dans le monde, actuellement il y a à peu près 35 compagnies qui ont investi dans le driverless l'équivalent de 35 milliards de dollars par an. C'est pas juste une shot. Et donc là, on peut voir qu'il y a un peu tout le monde là qui se met là-dedans. Il y a essentiellement, on va dire, comme les leaders, qui sont Google, Tesla, Volvo aussi, qui sont quand même pas mal avancés. Puis après, la majorité des autres, c'est souvent des compagnies qui apportent une pierre au driverless, comme par exemple Nvidia qui s'occupe de faire des cartes graphiques. Pour ce qui est de l'environnement de l'intelligence artificielle, ce qu'il faut savoir, c'est que la région de Montréal est qualifiée depuis à peu près 1 an comme la Silicon Valley de l'intelligence artificielle. Donc si vous tripez intelligence artificielle, il ne faut pas aller à la Silicon Valley, il faut aller à Montréal. Donc il y a aussi le centre de recherche d'IA qui s'appelle Ivado, qui est dirigé par l'un des gourous de l'intelligence artificielle qui est québécois, qui s'appelle Joshua Bengio. Et il fait partie des seules sommités mondiales en IA qui n'a pas accepté en fait un poste dans une grande entreprise. Donc je crois qu'il a même reçu une demande de Tesla de 1 million de dollars par an en salaire, et il a dit non. Il y a aussi à peu près 9000 étudiants qui sont inscrits à un programme universitaire en IA. Et tous les ans, juste dans cette région-là, il y a un investissement massif dans le domaine. Salut. Il y a de l'investissement massif dans le domaine où ils reçoivent 300 millions de dollars de subventions tous les ans. Entre autres, il y a le laboratoire d'IA de Facebook, de Google, de Microsoft. Puis vous avez toute une panoplie de startups qui commencent à s'installer là-bas. Pour ce qui est de l'encadrement du projet au niveau institutionnel, donc on collabore avec le laboratoire de robotique mobile et le laboratoire de vision et systèmes numériques de l'Université Laval. Donc il y a trois professeurs en gros qu'on peut harceler pour poser des questions. Donc vous avez Philippe Giguère qui est professeur de robotique mobile, François Pomerleau qui donne le cours de système d'exploitation, qui est aussi professeur au laboratoire de robotique, et vous avez Jean-François Lalonde qui est professeur au laboratoire de vision numérique et qui donne le cours de ordinateur, structure application, si je dis pas de bêtises, et d'autres cours en vision numérique. On a aussi un soutien logistique et financier du département informatique qui offre des possibilités de stage en robotique mobile, des projets de maîtrise à partir de cette année qui pourraient être directement applicables sur le véhicule, plus un tas de subventions pour le projet. Donc là, je vais parler d'un truc que personne ne parle,
et que vous n'êtes pas forcément au courant, ça s'appelle le bénéfice de l'implication étudiante. Donc en fait, c'est quand vous vous impliquez dans un projet étudiant, vous pouvez reconnaître votre implication dans un programme qui s'appelle Reconnaissance Implication étudiante. Et dans le fond, ça vous remplace votre cours de 3 crédits dans gestion. Donc si vous êtes en GEL, GIF, GLO aussi, je crois, GLO, vous pouvez faire remplacer votre cours de gestion obligatoire par l'implication dans un projet étudiant. Donc c'est l'équivalent de 3 crédits pour, dans le fond, être available, on va dire, à cette reconnaissance. Il faut que vous fassiez comme une petite part de gestion et que ce que vous apprenez sur le projet, c'est des choses que vous ne voyez pas en cours. Ce qui tombe bien parce que tout ce que vous allez faire là-dessus, là, vous ne le verrez jamais en cours. Et il faut cumuler environ ces 135 heures de travail. C'est l'équivalent d'un cours normal, quoi. C'est un cours à 3 crédits. Et il faut que ce soit évidemment une activité formative. L'automne dernier, le cours en fait, qui s'appelle Introduction à la robotique mobile, on pouvait lier les projets de fin de session avec des projets qui sont directement applicables avec le projet étudiant. Donc dans le fond, vous pourriez par exemple utiliser la plateforme dans d'autres cours pour générer des données et utiliser ces données-là pour faire des laboratoires ou anyway. Bon, maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc là, je vais parler du projet en tant que tel, du véhicule, de l'intelligence artificielle et de la compétition. Donc on va commencer par le projet. Donc les objectifs du projet là, c'est de participer à la International Autonomous Robot Racing Competition, ou IARC, qui est en fait une compétition universitaire organisée par l'université de Waterloo à la mi-juillet. Donc c'est tous les ans, puis là ça fait quelques années en fait qu'ils font ça de façon récurrente, puis qu'ils invitent les autres universités. Vous avez des universités du style Georgia Tech, MIT, Carnegie Mellon là, qui viennent, qui eux sont des universités très très connues dans le milieu de la robotique, et ils viennent concourir tous les ans à cette université, à cette compétition. Donc le but aussi c'est de concevoir et fabriquer une plateforme de développement pour expérimenter des concepts qui sont en rapport avec les véhicules autonomes au niveau universitaire. Donc ça vous donne dans le fond l'opportunité d'expérimenter des concepts ou des technologies que vous ne verriez pas pendant vos cours. Il y a aussi offrir aux Vulcans, donc ces Vulcans, j'en parlerai tantôt, d'acquérir des connaissances et de l'expérience en robotique mobile, ce qui n'est pas négligeable. Vous savez que la robotique mobile fait partie des technologies qui sont en très très forte croissance. Et faire partie de ce projet étudiant, ça vous permettra de comprendre un peu les concepts qui régissent la robotique mobile et les différentes technologies qui sont utilisées dans l'industrie, etc. Il y a aussi, vous pourrez aussi rencontrer les acteurs du marché des véhicules autonomes. Là, je pense entre autres, par exemple, rencontrer les fabricants des fameux lidars là, qui s'appellent Phantom Intelligence ou d'autres acteurs. Voilà. Des laboratoires d'intelligence artificielle, ce genre de choses. Donc l'équipe du vol, c'est-à-dire nous là, on s'appelle les Volcans. Donc on est à peu près 30 étudiants en faculté de sciences et génie quand on était en automne, donc l'automne dernier. Et il y avait des étudiants de premier cycle et de cycle supérieur. Donc il y avait du génie électrique, informatique, logiciel, de l'informatique, et une bonne partie qui faisait de la maîtrise en informatique, maîtrise en robotique mobile ou en intelligence artificielle. Alors les travaux types qu'on fait dans le projet, donc en intelligence artificielle, entre autres, on fait des modules de conduite autonome, des planificateurs de trajectoire, etc. On simule le véhicule. On fait aussi de la détection de cônes, de lignes, d'obstacles mobiles, de concurrents. Pour ce qui est donc partie intelligence artificielle, ça on va dire c'est essentiellement destiné aux IFT GLO. Et les parties GEL-GIF, là c'est plus les systèmes embarqués, où c'est essentiellement de l'acquisition de capteurs, centre inertiel, odométrie, utilisation de lidar. On fait aussi du contrôle et de la régulation de conduite. Et bien évidemment le système d'arrêt d'urgence. Donc je parlerai tantôt là de la Deadman Switch, des différents brake systems qu'il faut développer. Il y a aussi, il faut parler un peu de l'exposition du projet. L'exposition du projet, donc c'est tout ce qui est site internet, réseaux sociaux, photographie, etc.
puis aussi participer à des événements pour représenter le projet. Donc le projet, voilà comment un peu il est organisé. Donc il y a comme une partie, voici les différentes parties. Regardez la légende en bas à gauche, vous avez comme une partie administration, une partie intelligence artificielle, la partie embarquée, puis la batterie, la partie électrique. Donc l'IA là, c'est station de contrôle qui en fait doit communiquer avec le système autonome. Système autonome qui lui communique avec le système de vision, le système d'acquisition et le système de contrôle. Système de contrôle qui lui contrôle les actionneurs, contrôle le système d'urgence, etc., etc. Puis vous avez toute la partie électrique, là c'est tout ce qui concerne les capteurs, les actionneurs, les systèmes indicateurs visuels, parce que ce qu'on ne veut surtout pas là c'est que le véhicule, qu'il n'y ait plus de communication en fait entre la station de base et le véhicule et qu'on ne sache pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Ça serait bête qu'ils deviennent fous et puis qu'ils tuent tout le monde. Il y a aussi les circuits d'alimentation, la batterie. Puis vous avez une petite partie admin où là c'est essentiellement du marketing, de la logistique et de la santé, sécurité, trésorerie, commandite. Donc on a des commanditaires parce que c'est pas gratuit, évidemment, de monter un tel projet. Donc là pour l'instant on en est à peu près à 10 000 $ de commandite, là si on regroupe tout. Uniquement commandite en argent. Donc on a notamment Phantom Intelligence qui nous donne une bonne partie. Qui eux, en plus de ça, vont nous fournir des lidars pour qu'on puisse détecter des cônes ou des formes qui seront, on va dire, à très longue distance. On a aussi un appui de l'Université Laval, des jardins assurance aussi qui est pas mal impliqué, puis qui veulent en fait qu'on passe de ce type de véhicule à carrément des véhicules à taille réelle. Donc ça, c'est en discussion avec eux. Puis vous avez l'ASGUL, on a aussi un petit partenariat avec NVIDIA, plus Filament 3D Québec qui eux nous fournit du filament pour imprimer des choses en 3D là, entre autres pour que le véhicule ressemble à quelque chose, quoi. Donc merci à eux. Donc là on va parler du véhicule. Donc en fait le véhicule est basé sur le MIT Race Car, donc c'est ce truc là. C'est à peu près un véhicule de 1/10. Donc dans le fond là le nôtre de véhicule est pratiquement 2 fois plus gros. Donc ils ont réussi dessus à mettre un lidar au couillot, à utiliser une Z pour faire une caméra stéréo. Et dans le fond, ils utilisent en fait un châssis Traxxas. Donc Traxxas, c'est comme c'est une marque de chars téléguidés. Donc voilà ce que eux, dans le fond, sont capables de faire avec un véhicule comme ça. Donc tous ces capteurs-là communiquent avec un ordinateur de bord qui lui s'occupe de faire le processing de la vision. Bon, évidemment là, il y a une part importante, le hype est important. On doit absolument être hype. Donc par exemple là, il montre, on va dire le vecteur de direction plus la vitesse plus etc. Là. Et eux en fait, leur but, il me semble que c'est un cours qui fait ça. Il y a comme un cours de robotique mobile où ils doivent coder comme tout le système en équipe pour pouvoir faire des courses dans les couloirs. Donc voilà, donc, eux ils ajoutent du hype en ajoutant des vidéos de Formula One. Évidemment on va essayer parce que voilà, surtout hype que ça. À un moment donné on va voir comme ce que voit le lidar. Lidar s'il vous plaît. Voilà. Donc là par exemple en haut à gauche là on voit ce que voit le lidar. Donc c'est comme un gros nuage de points. Et de ça on doit déduire ah il y a un obstacle, ah tiens il y a un virage, etc. Donc on n'a pas pu genre utiliser 100% on va dire de ces véhicules là. Simplement, voilà, donc là ils font aussi du dépassement. Et ça va être quelque chose aussi à faire. L'un des problèmes en fait de ces véhicules là c'est que si vous les mettez à l'extérieur, vous êtes sûr et certain que ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a des grosses perturbations de l'environnement extérieur qu'il faut savoir et qu'il faut gérer. Bon, par exemple les lidars c'est de l'infrarouge. Juste le soleil, ça peut générer jusqu'à 15 watts de bruit dans les capteurs lidar. Voilà, bon évidemment il y a aussi des fails. Donc nous on fait la même chose, on fait ça fatter, loader et toffer. Donc on fait ça avec cette plateforme-ci qui s'appelle le Desert Buggy XLI qui fait une taille de 1/5. Donc en gros c'est 2 fois plus gros que le véhicule que vous avez vu avant. Et ça c'est un véhicule qui est fait pour rouler dans les dunes de sable,
dans de la neige. J'en ai même vu certains qui ont remplacé les roues pour pouvoir rouler sur l'eau. Et le pire, c'est qu'il y arrivait mieux que les bateaux. Il y avait une meilleure. Ouais. Et il y a aussi des grosses compétitions comme de saut où le but c'est de faire le saut le plus loin ou le saut le plus haut. Ou, voilà. Donc c'est vraiment genre comme une grosse plateforme. On peut aller jusqu'à. Bon, ça j'en parlerai tantôt là, des specs là. Donc voilà à quoi ressemble le véhicule actuellement. Donc là on se rend pas bien forcément compte des dimensions. Mais les dimensions, c'est donc le DBXLi, là c'est le nom, c'est Desert Buggy XL, puis I c'est pour électrique, parce qu'on peut aussi avoir la version pas électrique. Donc actuellement, la plateforme fait 15 kg avec tous les systèmes dessus. Donc quand je parle des systèmes, là on peut le voir sur l'image, c'est tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire tout ce qui est carte mère, les capteurs, le battery pack, et toutes les modifications qu'on fait en dessous. Donc au total ça fait 15 kg. Le véhicule est capable d'aller à 100 km/h en ligne droite. Il y en a même qui ont fait des vidéos où ils montraient qu'il montait jusqu'à 120 km/h. Mais malheureusement pour la compétition on est limité à 36 km/h. Les dimensions du véhicule c'est 75 cm de longueur, 50 de large et 40 de hauteur. Donc je vous invite en gros à comme faire la règle du pouce. Bon, ceux qui sont ici peuvent voir à quel point il est gros le truc là. Donc dans le fond après vous avez une couche embarquée avec deux alimentations LiPo. Dans le fond il y a une alimentation qui elle s'occupe d'alimenter tout ce qui est motorisation, direction, qui est couplé à un bouton d'arrêt d'urgence, et un deuxième battery pack qui lui sert à alimenter l'électronique, les ordinateurs embarqués, etc. Il y a un moteur électrique dessus qui fait à peu près 10 HP, donc c'est 10 chevaux vapeur, c'est beaucoup. Pour donner un ordre d'exemple, vous avez la Formule SAE, qui eux ont des moteurs qui font 15 HP, et ils sont capables de faire rouler leur véhicule avec qu'un seul moteur. Et nous, dans le fond, on a un moteur pour toute la, on va dire pour 15 kg, alors que leur véhicule est 10 fois plus gros, quoi. Donc le moteur est complètement overkill pour ce qu'on veut en faire, ce qui est cool. Donc il y a aussi la direction qui se fait par servomoteur. Et dans le fond, tout ça là, c'est contrôlé par des microcontrôleurs de ST, donc c'est ST microélectrique. Donc dans le fond, c'est les STM32, donc ce sont les microcontrôleurs que vous pouvez voir si vous faites le cours de SMI, soit si vous êtes en GIF, ou en GEL si vous faites un cours de spécialité. Donc ça sert à contrôler le moteur, contrôler le cerveau et faire de l'acquisition de données. Donc ensuite, il y a le capteur de la caméra à l'avant du véhicule, qui est une caméra 2K. Vous avez un centre inertiel plus de l'odométrie par effet Hall. Donc là, il y a une personne qui s'est dit, tiens, si on faisait de l'odométrie à effet Hall, et dans le fond, l'entièreté de son projet, c'est de concevoir un système qui fait de l'odométrie par effet Hall. Il y a aussi la couche intelligente. Donc là, ça comprend la carte graphique embarquée, qui est en fait une NVIDIA Jetson TX1. Donc ça sert à traiter les images et à s'occuper de tout ce qui est intelligence artificielle par réseau de neurones. C'est comme une carte graphique qui est spécialisée là-dedans. NVIDIA, avant, ils faisaient des cartes graphiques pour les jeux vidéo. Ils ont commencé à faire des cartes graphiques pour faire de l'intelligence artificielle. Parce que c'est quand même plus facile, c'est plus optimal. Et ensuite, on a aussi, donc pour l'instant, on ne l'a pas, mais on va avoir un ordinateur embarqué type Nuke pour le système autonome. Donc ça va servir en gros à rouler une grosse partie en fait de l'intelligence. Nuke, en fait, c'est comme un ordinateur, mais qui est entièrement sur la chip. C'est pas démontable, c'est une carte mère, one piece, et c'est tout. Donc ensuite les tâches de la session, donc pour les capteurs, donc on va recevoir deux lidars AWS16, donc c'est des 8 lignes sur 2, et qu'il faudra installer, alimenter et interfacer. Le centre inertiel, va falloir l'interfacer aussi avec le système autonome, et il faudra ajouter aussi des capteurs de proximité. Donc il va falloir les sélectionner, les monter, les alimenter, les interfacer. Pour ce qui est du contrôleur, la majorité du contrôle est fait. Ce qui reste à faire par contre c'est la régulation, j'ai oublié de le noter, faire la régulation du système. Donc là ça va être rajouter soit de l'ABS, rajouter du filtrage de commandes.
Et il faudra aussi interfacer comme une manette sans fil. Une manette sans fil, donc pour interfacer le système de contrôle avec une manette. Donc ça va essentiellement servir à... On va avoir comme 3 modes sur le véhicule, un mode full autonome, un mode semi et un mode full manuel. Donc pour qu'on puisse à distance aller chercher le véhicule et pour éviter qu'on marche. Et aussi une Deadman Switch sans fil. Donc une Deadman Switch c'est quoi là? Vous avez certainement vu des films d'Hollywood où vous avez vu comme un terroriste avec la main fermée avec, sur un interrupteur, et si on le tue, il lâche l'interrupteur et la bombe explose. Bon bah là c'est exactement le système qu'on a appelé Deadman Switch. Dans le fond là c'est pendant que le véhicule est en cours d'utilisation, on grabe la manette et on la garde fermée. Si jamais il se passe quelque chose qui n'est pas prévu, du genre le véhicule devient fou, on relâche et le véhicule s'éteint. C'est le but. Ensuite, pour tout ce qui est du véhicule, on va devoir construire un deuxième véhicule, simplement pour faire les tests. Si jamais ce véhicule-là, il se crache, bah, il nous faut un deuxième véhicule pour qu'on puisse faire de quoi. En plus de ça, ça va doubler comme notre capacité à faire des tests. Et aussi, il va falloir protéger l'entièreté de l'électronique partant de plus légère. Et bien sûr, augmenter le hype, parce que le hype est important. Donc là, je vais vous montrer une vidéo d'un projet qui s'appelle Robot Race, qui est en fait une compagnie qui font des Formule 1 en fait, qui sont 100% autonomes. Donc là, je vous invite à vous concentrer sur le texte, pas forcément sur les images. Il donne des informations importantes, entre autres pour les capteurs. Donc on peut voir qu'ils sont 5 lidars, 18 senseurs ultrasons, enfin bref, ils ont du capteur quoi. Ils ont une caméra 360, voilà, ils utilisent plein de choses, dont une carte Nvidia qui est spécifique, on va dire, pour l'industrie du automotive autonomous. Donc en gros là c'est voilà, on va dire une compétition de voitures autonomes type Formule 1 qui risque d'arriver. Donc là je vais parler du système autonome en tant que tel, donc c'est l'IA. Donc là je vais vous parler de ce qui a été fait. Dans le fond il y a le système de vision, donc ça c'est le bloc système de vision qui gère et traite les informations de la caméra. Donc on a comme une caméra 4K, ça j'en parlerai tantôt. Donc au niveau logiciel là on utilise du deep learning pour déterminer où sont les cônes, où sont les lignes, où sont les obstacles, etc. Qui utilise Café, donc qui est un framework de deep learning, et on optimise ce réseau-là avec NVIDIA Tensor RT pour maximiser dans le fond la vitesse d'exécution en système embarqué. Et pour merger tout ça, dans le fond, l'entièreté du système autonome, attention, je ne parle pas juste du système de vision, on utilise ROS, qui est comme qui s'appelle Robot Operating System, qui est en fait un métasystème d'exploitation. C'est comme un système d'exploitation, sauf que ça peut fonctionner sur plusieurs ordinateurs tant qu'ils sont connectés en réseau. Pour ce qui est donc au niveau matériel, donc on utilise une NVIDIA Jetson TX1, donc qui est un système embarqué avec carte graphique. Il ne me semble pas qu'il y en ait des masses, des cartes graphiques embarquées. On utilise aussi une caméra IMX 185 avec une lentille M12 qui est de type Global Shutter. Donc je vais juste parler vite fait de la différence entre les deux. Donc vous avez un rolling shutter. Je ne sais pas si vous avez déjà pris une vidéo avec votre caméra, puis genre vous avez bougé vite. Vous avez sûrement dû voir votre écran qui se split en plusieurs parties. Parce que dans le fond, la caméra triche un peu, elle capture des parties de l'écran en fait. Ce qui est processé, c'est une partie des capteurs et pas tous en même temps. Sauf que nous, vu qu'on est à haute vitesse, on a besoin genre de tout capter en même temps. Donc c'est un truc qui s'appelle le Global Shutter. Et ce truc-là, ça coûte une blinde. Donc pour une caméra avec cette résolution-là, ça coûte à peu près 800 $. Donc voici ce qu'on a réussi à faire. Donc avec le fameux réseau de neurones qu'on a orienté vers de la détection de cônes. Donc au lieu de mettre le feed de la caméra, on lui a mis une vidéo en entrée. Et ce qui est sorti de cette vidéo-là, c'est la position des cônes qu'on peut voir sur la vidéo. Donc il les détecte très bien. Là vous voyez que ça clignote parce qu'on n'a pas rajouté par-dessus
du filtrage, soit par fil de Kalman ou même utiliser de la redondance. Ça c'est uniquement ce réseau de neurones là avec comme entrée le feed de la vidéo. Donc ça c'est une vidéo de la formule SAE qui nous ont donné pour qu'on puisse faire ça. Donc évidemment, une fois qu'on a fait ça avec un système, avec une feed de caméra, on s'est dit bon bah on va le tester avec un feed de, donc ça veut dire sur le système embarqué et avec une caméra réelle, et on est arrivé à ce résultat là. Donc à chaque fois qu'on voyait un cône, il arrivait genre à détecter, on est arrivé à peu près à une fréquence de 10 Hz. Et on est confiant qu'on peut largement optimiser ça. Alors donc ça c'est les projets de la dernière session. Donc il y a eu le dumb controller, le détecteur de cône, simulateur, localisation, path planning, contrôle trajectoire, skid path, dashboard, mesure de cône et localisation. Donc tout ça ce sont des projets qui ne sont pas finaux, qui sont toujours en cours de développement. Donc même si on a fait du prototypage dessus, après il faut l'implémenter sur le système et comme le merger avec toutes les parties. Donc ça va être, on va dire, la grosse job qu'il va y avoir sur cette session-ci. Donc les tâches de la session, donc spécifiquement pour la compétition, ça va être de programmer les épreuves de la compétition et pouvoir les simuler dans un simulateur. Pour tout ce qui est détection, donc il faudra traiter les données des nouveaux capteurs qui vont arriver après, donc ça va être les capteurs de proximité, les capteurs LiDAR, et aussi développer des modules comme détecter les véhicules adverses, puisque nous allons faire des courses avec d'autres véhicules, on ne sera pas seul sur la piste. Il faudra aussi détecter les lignes blanches, les différents marqueurs qu'il y aura aussi sur le circuit, et intégrer la mesure de cône. Pour ce qui est du contrôle, c'est beaucoup d'intégration d'algorithmes de path planning, programmation de contrôleurs de véhicules, etc. Donc ça, c'est une équipe qui, dans une autre compétition, dans le fond, là, qui eux font des véhicules aussi embarqués, mais sur des formules type formule SAE. Donc là, on peut voir en gros la caméra, puis à droite, vous voyez la carte avec le path planning plus les différents cônes, etc., etc. Donc nous, notre but, c'est de faire quelque chose de similaire avec tout ce qui est fusion de capteurs, etc., pour qu'on puisse être le plus optimal possible. Donc c'est quoi le IARC? Donc l'IARC, c'est pour International Autonomous Robot Racing Competition. Donc l'objectif de cette compétition-là, c'est de se localiser, donc c'est la localisation d'un véhicule à haute vitesse, le contrôle d'un véhicule à haute vitesse sur différentes surfaces. Donc là on ne parle pas juste de faire ça sur de l'asphalte, ça se peut aussi qu'ils se mettent à dire « Ah, et si on les faisait rouler un peu sur la terre ?» Il va y avoir aussi de la détection de feu, donc il y a un stop and go comme pour les vrais Formule 1. Il faudra aussi éviter les collisions avec des obstacles qui sont statiques comme des cônes ou d'autres sortes d'obstacles. Éviter aussi une collision avec les autres concurrents. Et donc tout ça évidemment avec comme des obligations pour participer à la compétition. Donc on les limitait à 10 mètres par seconde pour tout ce qui est la vitesse du moteur. On a une dimension, un point maximum à avoir. Le véhicule doit être muni d'un système d'arrêt physique et sans fil, donc arrêt d'urgence. Il y a une interdiction évidemment de perturber les capteurs des autres équipes et les systèmes des autres épis, donc on ne pourra pas se la jouer à la Mario Kart puis envoyer des missiles aux autres, même si c'est tentant. Le véhicule doit pouvoir fonctionner lors d'une pluie légère et le véhicule doit passer une inspection avant la compétition. Donc il va vérifier que que les capteurs sont bien montés, qu'on n'utilise pas un moteur à réaction qui utilise du nucléaire ou ce genre de choses là, ou qu'on utilise carrément des radars qu'on a fait homemade et qui sont dans des bandes qui sont pas autorisées. Enfin bref, voilà. Donc comment va se dérouler dans le fond la compétition? Donc ça se passe à l'université de Waterloo le 13, 14 et 15 juillet. Donc il va y avoir une compétition de design où on doit dans le fond écrire un rapport et faire une présentation orale devant un jury. Vous avez aussi une épreuve drag race, donc c'est dans le fond une ligne droite, et une épreuve sur circuit avec 3 autres concurrents.
Donc là, je vous ai mis le tableau des points. Donc on a comme un maximum de points qu'on peut recueillir pour chacune des épreuves. Et l'équipe qui sera la gagnante, dans le fond, ça sera celle qui aura le plus de points. C'est aussi bête que ça. Donc là, je vais vous montrer une vidéo d'une compétition de design pour vous montrer un peu à quoi ressemblent comme les autres équipes. Donc eux, comme je vous les avais dit tantôt, eux, ils fonctionnent avec des véhicules qui sont beaucoup plus petits que les nôtres. Ridiculement plus petits d'ailleurs. Donc ça va être aussi une vidéo à faire. Donc une vidéo où on doit montrer en gros ce qu'on est capable de faire avec notre véhicule. Donc là, il montre, là, on est capable d'esquiver des cônes. On est capable de s'arrêter, etc., etc. Donc ça, c'est des, voilà, par exemple là, c'est des trucs dynamiques. Donc le truc qui serait fancy, on va dire, là, ça serait que quand je me déplace avec le véhicule qui me suit, ça serait fancy, hein, dans les couloirs de l'Uni. Donc le drag race, ça ressemble à ça. Donc vous avez une zone de départ avec une stop light. C'est balisé par des cônes avec une ligne blanche au milieu. Vous avez deux concurrents. Celui qui arrive le plus rapidement à la zone d'arrivée gagne. Donc c'est cool. Ensuite, vous avez le circuit race. Donc dans le fond, il ressemble à ça, à peu près là. Donc ça, c'est pour cette année. On ne sait pas trop exactement à quoi il va ressembler. Ça, c'est une photo de celui qu'il y avait l'année dernière. Et puis, on a comme les différentes... voilà, on sait qu'il y a des cônes. On sait, voilà. Donc là, apparemment, il passe dans un tunnel avec de l'herbe, etc., etc. Donc là-dessus, il va y avoir 3 véhicules qui vont concourir. Donc évidemment, c'est un gros milestone de faire la compétition. Donc la compétition est dans 5 mois et demi. Ce qui correspond à 23 semaines. Ok, donc va falloir quand même être pas mal speed et faire de quoi. Alors pour ce qui est gestion de projet, donc on a une soirée de travail qui là, cette session-ci sera le mardi, qui va être 3 heures à partir de 17h30 au PLT 2708. Il y aura une rencontre de gouvernance qui est à peu près de 30 minutes, plus des rencontres tactiques, donc c'est des rencontres entre les personnes qui doivent travailler ensemble. Et vous pouvez utiliser cette plage dans le fond pour travailler sur vos affaires en ayant comme une expertise aux alentours. Donc les rencontres de gouvernance, c'est tout ce qui est proposition de projet, les reports de tension et de changement d'associés, les informations générales sur l'avancement, tout ce qui est rencontre tactique, ça c'est organisation de discussion autour des différentes personnes, et détection de résolution de tension. Donc ça, j'en parlerai pas trop ici. Donc voilà à quoi va ressembler à peu près la session. Donc on va faire ce qu'on appelle un développement itératif. Donc vous avez comme la bande du haut qui est plus comme GLGIF. Ça va être essentiellement pendant 2 ou 3 semaines, on va faire du développement et pendant une semaine, dans le fond, ça va être des tests pour que les personnes qui font du logiciel puissent tester le véhicule à certaines périodes. Donc dans le fond, il va y avoir une organisation qui va se faire tout le long de la session du « Ah, est-ce que je peux tester le véhicule ou non ?» etc. etc. Donc ça, j'ai mis quelques indications, par exemple, faire la signalisation, régulateur de commande, etc., etc. Donc ça, on va dire, ça c'est des trucs qui sont plus ou moins urgents. Donc nous, là actuellement, on est quoi? On est à la S2, c'est ça? On est à la deuxième semaine. Donc là, on est à la 2e semaine. Donc là, depuis cette semaine-ci, il y a des gens qui commencent déjà à travailler sur le projet. Donc même si vous arrivez on va dire, au milieu même en plein milieu, là, il y aura quand même des choses à vous faire faire. Faut pas avoir non plus peur de ça et de dire « Ah, j'ai loupé le train, donc je peux pas l'avoir ». Non, si vous pouvez embarquer à n'importe quel moment. Donc voilà, donc nous, notre but là, c'est de faire quelque chose de robuste, de faire quelque chose de modulaire, et quelque chose qui prend en compte l'évolution du projet, ok? On va dire c'est 3 mots-clés de notre gestion, on va dire, de projet ou de tout ce qui est conception. Alors la façon dont ça fonctionne, c'est on fonctionne avec un wiki.
comme c'est la même chose que Wikipédia dans le fond, et là-dessus on met toutes les informations qu'on fait, tous nos tests, et ça nous permet d'avoir comme une grosse base de données. C'est-à-dire si on se pose une question, on va juste dessus et on a les informations. On utilise beaucoup aussi GitLab pour tout ce qui est la gestion du code. Il reste privé pour le moment, on verra si on le met en public ou non plus tard. On a une page Facebook privée qui s'appelle Vol Firelosses, donc Firelosses qui veut dire driverless en allemand. Qui permet en fait une communication globale. Donc c'est quand on a des annonces à faire, on le fait sur cette page privée là, et s'il y a des partages d'articles pertinents, on le fait aussi. Et voilà. Et GitLab, je me répète. Donc ça c'est comme les principes que on utilise quand on travaille. Donc évidemment il y a le Keep It Simple Stupid ou KISS, donc qui est la solution la plus simple et très souvent la meilleure. Et plus c'est simple et plus c'est facile à débugger. Hein? Je veux pas des trucs ultra complexes où dès qu'on va vouloir débugger de quoi, on soit fuck comment on fait, voilà. Il y a aussi, quand vous êtes en session de travail, on applique ce qu'on appelle les 3 passeurs de Socrate. Donc c'est avant de porter une information à une personne, vous avez 3 questions à vous poser. La première c'est, est-ce que vous avez vérifié cette information-là? Et est-ce que une information qui aurait un impact, est-ce que cette information-là a un impact positif sur le travail de cette personne-là ou non? C'est-à-dire, si vous arrivez, on va dire, en disant pourquoi est-ce que tu n'as pas fait comme ça, c'est débile. Non, on ne tourne pas son information comme ça. On la tourne de la manière à ce qu'il faut que ça ait un impact positif. Et la troisième passoire, c'est est-ce que cette information-là est utile pour cette personne? Donc je vais donner un exemple. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit pourquoi est-ce que vous créez pas vos propres lidars? Parce que j'ai vu sur internet que quelqu'un a créé un lidar pour 50$. Et ce que vous faites là, c'est complètement débile. Ça, c'est un exemple genre de choses qu'il ne faut jamais dire. Ok, il faut le tourner d'une autre manière. Et voilà. Il y a aussi quand on ne sait pas, on demande. Ça, c'est primordial. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de questions débiles. Il n'y a que les gens qui ne posent pas de questions qui sont débiles. Ok, donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment assimiler. Donc maintenant, est-ce que vous avez des questions? Bah si, je viens de dire que ceux qui posaient pas de questions avant, ils sont débiles. Bon, pour ce qui est de tout ce qui est inscription, etc., il y a un formulaire. Donc le formulaire, il est sur cette adresse-là. Normalement, je le mettrai dans la description de la vidéo et dans le post que je vais faire juste après avoir mis cette vidéo sur Internet. Donc il va être sur le Régier, il va être sur la 7.1. Et là-dessus, on vous demande simplement les différentes informations. Et je vais attendre jusqu'à lundi pour vous envoyer un courriel. Donc paniquez pas si je vous envoie pas de courriel et qu'il est samedi à midi. Donc je répète que nos réunions elles sont à 17h30 au PLT 2708. Donc c'est la salle auquel il y a cette présentation-ci. Et elle commence à partir de 17h30. Donc voilà. Donc merci d'être venu.